d'abord, je vous remercie tous d'être là pour ce retour d'expérience sur des projets numériques concrets qui vont nous être présentés dans l'éducation. Alors, je me présente, je m'appelle Véronique Di Benedetto, je suis vice-présidente chez Econocom et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Nous attendons encore 2 personnes qui ne vont pas tarder. Donc, pourquoi Econocom, une grande entreprise de services numériques, participe-t-elle, est-elle partenaire de cette session? Tout d'abord parce que l'éducation est au cœur de nos offres commerciales et de nos solutions globales que nous mettons en œuvre au profit des établissements scolaires. Et nous portons une vraie conviction autour de ce thème. Nous travaillons d'ailleurs en complément de nos offres commerciales autour de plusieurs projets à impact dans l'éducation. Ces projets ont pour but de réduire la fracture numérique et de mettre à disposition des outils via des associations, des centres de formation pour ceux qui ne pourraient pas se les procurer. Par exemple, pendant la période du Covid, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Emmaüs Connect et nous avons fourni plusieurs centaines d'équipements à des collégiens, à des lycéens, à des étudiants qui n'auraient pas pu continuer leurs cours sans cela. Nous considérons que ça fait vraiment partie de notre responsabilité. Le numérique est une chance pour tous, pour s'adapter au monde de demain, mais c'est également un défi. En effet, c'est un outil et ce n'est pas une finalité en soi. Sans l'accompagnement pédagogique qui est indispensable pour en faire un outil réellement utile au service de l'éducation. Et parce que nous comprenons chez Econocom les attentes des professionnels de l'éducation, nous savons justement proposer des solutions adaptées qui intègrent à la fois les technologies et les outils pour accompagner le changement. Nous savons parfaitement que sans une collectivité et un corps pédagogique engagés, mobilisés, rien ne réussira. Voilà pourquoi nous offrons toute une gouvernance et des plans de formation sur les projets. Donc nous avons une vision pragmatique, utile, pour que ça marche vraiment. Bon, nous allons maintenant passer au cœur de débat pour montrer des projets concrets. Pour ces 2 projets, Clamart et Meudon, nous avons eu le plaisir d'accompagner l'opérateur public Seine et Yvelines Numérique, avec lequel nous travaillons depuis son lancement. Donc Seine et Yvelines Numérique a pour mission de développer et piloter des nouveaux services innovants, mutualisés, et en mettant à disposition des communes et des établissements des solutions pour le développement numérique du territoire. On va démarrer avec le projet de la commune de Meudon. Donc j'ai le plaisir de vous présenter ici Laurie Aragoas, je crois que je ne me suis pas trompée, directrice des médiathèques et des espaces numériques de la ville de Meudon, et Laurent Dutoit, conseiller municipal délégué au développement numérique de la même ville de Meudon. Alors, je vous rappelle que vous disposez d'environ une vingtaine de minutes chacun. Maintenant, j'ai perdu mon texte. Alors, voilà, ça y est, j'y suis. D'une vingtaine de minutes chacun. Donc, si on démarre par la commune de Meudon, vous avez lancé l'école du numérique, Microfolie. Et c'est un nouvel équipement dédié à la formation et à la création numérique de la ville de Meudon. Donc c'est un lieu pédagogique pour sensibiliser au numérique, dédié aux scolaires, aux parents et au personnel éducatif. Il est sur 250 mètres carrés avec plusieurs espaces dédiés. Alors, monsieur, je ne sais pas comment vous allez vous passer la parole, mais je vous laisse cette liberté. Donc pourquoi avoir créé une école numérique et quelles sont ses missions? Alors, bonjour. L'école du numérique de Meudon, dont vous allez pouvoir voir quelques illustrations en 3D qui ont été réalisées par Archiclass. Donc, l'école du numérique de Meudon a ouvert en février 2023. Mais pour comprendre la stratégie que nous avons mis en œuvre pour créer cette école, il faut revenir 2 ans en avant. 2020, nous décidons de mettre en œuvre notre plan de stratégie numérique éducative. Qu'est-ce que nous faisons? La première chose que nous avons fait, c'est avoir un état des lieux extrêmement précis, des équipements numériques, des compétences de nos enseignants,
Donc l'équipement numérique des écoles, évidemment, donc les ordinateurs, leur usage, les classes, comment ont été organisés les ateliers numériques, informatiques, etc. Et à partir de là, nous avons un constat clair. L'organisation actuelle, telle qu'on l'avait à l'époque, donc des classes dans les écoles, notamment ce qu'on appelait les classes informatiques, ne répond absolument plus aux besoins. Et donc à partir de là, nous engageons un processus de transformation. D'abord, nous allons remplacer une grande partie des PC fixes, et nous sommes en train de terminer cette application 2 ans après. Donc nous avons à peu près 500 PC, pour vous donner une idée sur la ville de Meudon, dans les écoles, je parle. Donc nous remplaçons tous ces ordinateurs dont certains étaient obsolètes, surtout ceux des classes informatiques. Nous décidons de remettre à niveau également tous les TNI, qui sont quand même l'outil principal utilisé par les enseignants. Et donc là, nous modernisons ces TNI, nous faisons une évaluation précise, nous remplaçons tous ceux qui nécessitent un remplacement, donc ça nécessite un budget conséquent, mais nous le mettons en place. Et nous identifions les compétences, on va dire, de nos enseignants. Donc ça, c'était notre évaluation et le travail que nous avons fait. Alors, on a eu la chance de bénéficier d'un financement de France Relance qui nous a permis d'accélérer justement cette livraison d'équipements informatiques modernes dans les écoles. Et donc, on dote toutes ces écoles d'équipements. À partir de ce moment-là, on voit bien qu'on a besoin d'accompagner aussi bien les enseignants que les élèves dans cette transformation numérique et dans cette montée en compétences. Donc, nous décidons 2 choses. La première, c'est de provisionner et doter chaque enseignant d'une tablette, de manière à ce que l'enseignant, même s'il n'est pas formé, il va pouvoir commencer à manipuler. Et la deuxième chose, on profite d'un événement qui était malheureux sur la ville de Meudon, c'est-à-dire la fermeture partielle d'une école maternelle, pour se réapproprier cet espace. Et au lieu de fermer cet espace, eh bien, on en crée une école du futur. Et donc cette école, on la destine justement à la transmission de ces compétences, le développement des compétences numériques, et on en fait un lieu que moi j'estime exceptionnel, dont vous pouvez voir un peu les vidéos 3D. Donc ce lieu, il a été conçu autour de 3 principes. Je détaillerai les 2 premiers, puis Laurie vous présentera la 3e partie. La première, c'est justement la transmission des connaissances numériques auprès des élèves. Alors, auprès des élèves, mais auprès du grand public, parce que ce lieu, il est également ouvert au grand public, notamment le samedi après-midi. Donc, on se dote de tous les équipements numériques aujourd'hui nécessaires. Des robots, des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des écrans évidemment. Et donc, à partir de là, le principe qu'on adopte, c'est ce lieu sera un lieu d'expérimentation. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait dans l'école doit pouvoir être testé, être réalisé de façon modulaire. Donc vous voyez par exemple quelques exemples. Tout est sur roulette, les tables, les chaises, etc. De manière à pouvoir créer des groupes de travail. L'enseignant peut dire, là je fais un petit atelier avec 3 élèves, là je vais en mettre 4, là je vais en mettre 5. Le principe, c'est avec les personnels qu'on a recrutés pour accompagner les enseignants, on va créer des ateliers justement et réfléchir à une montée en compétences de l'usage de ces équipements numériques, de l'apprentissage du code, de l'utilisation des robots. Voilà. Et tout ça avec des ateliers prêts à être mis en œuvre par les enseignants. Alors évidemment, avec leur coopération. Ça, c'est la première chose. Mais pour autant, les enseignants, ça ne va pas les aider par rapport à cette montée en compétences. Et donc ça, c'est le 2e objectif qu'on s'est fixé à l'école, c'est le développement des compétences des enseignants. Donc, comme je vous l'ai dit, on les a dotés chacun d'une tablette, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, la plupart de nos enseignants en primaire ont des craintes d'utiliser ces ressources numériques parce que parfois, les élèves qui ont 10, 11, 12 ans savent mieux utiliser les tablettes ou les smartphones que l'enseignant sait le faire. Et donc, notre objectif, justement, c'est de casser cette crainte et d'accompagner les enseignants autour de réalisation, ce qu'on appelle vulgairement des use cases, c'est-à-dire qu'on va travailler avec lui des ateliers, c'est-à-dire comment je projette des vidéos sur l'écran, comment j'utilise mon écran interactif, qu'est-ce que je peux faire comme atelier au travers de toutes les ressources qui sont à disposition sur les tablettes. Et tout ça, évidemment, c'est pas destiné à remplacer ces méthodes d'enseignement, c'est destiné à compléter son enseignement. Et c'est ça qui est important. On a beaucoup communiqué là-dessus auprès des enseignants pour les rassurer. On n'est pas là pour remplacer les méthodes d'enseignement traditionnelles. On est là pour apporter
plus de dynamisme ou des fonctionnalités supplémentaires qu'on ne sait pas faire, par exemple, avec un livre, comme la 3D. Et ça permettra justement à ce que l'enseignant trouve la plus-value de ces équipements numériques par rapport à son enseignement traditionnel. Donc ça, c'est la deuxième fonctionnalité, enfin, le deuxième objectif. Après, on a toute une partie culturelle, et là, je vais laisser Laurie vous expliquer. Merci Laurent. Donc, nous avons décidé d'intégrer à ce projet très orienté numérique technologique un développement, un projet qui a été porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette de Microfolie. Vous connaissez peut-être ce label que nous avons pour l'école du numérique, qui nous a permis effectivement d'intégrer à toute l'offre que vient de décrire Laurent un contenu, on va dire, plus orienté culture, art et sciences, puisque la microfolie, c'est un dispositif assez modulable, adaptable, qui s'est adapté vraiment à notre site, avec un espace, on voit la salle dans la vidéo que vous voyez passer sur l'écran, qu'on a voulu concevoir vraiment comme un écrin, un lieu qui soit un peu comme une bulle dans ce grand espace pour découvrir, partir à la rencontre des plus grands chefs-d'œuvre français, puisque la plateforme contient des collections des plus grands musées comme le Château de Versailles, le Louvre, Beaubourg, mais aussi le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, donc des contenus aussi bien artistiques que scientifiques. Et à partir de ces contenus-là, ça a été vraiment un élément attractif, je trouve, par rapport à notre partenariat avec l'Éducation nationale, puisque les enseignants, grâce au travail de l'équipe, ont pu avoir des contenus, des ateliers en fait constitués à partir de ces œuvres, sur des thématiques ciblées en fonction du programme, que ce soit sur l'écriture, sur la géométrie, sur les couleurs, et bien d'autres encore, cette année sur le sport par exemple, qui permet aux enseignants de piocher dans ce catalogue tout prêt et de venir avec leur classe donc découvrir ces œuvres sur grand écran avec un système de tablette interactif, et ensuite de compléter ces séquences par des séquences dans le Class Lab qu'a décrit Laurent, qui permet là de vraiment travailler le volet fabrique numérique. Donc c'est une association qui fonctionne très bien et qui a cette souplesse aussi de pouvoir s'adapter au programme des enseignants. Ceux qui seront les mieux formés et les plus à l'aise avec ces outils, ou en tous les cas les plus curieux, parce que je pense que ça commence vraiment par de la curiosité, peuvent, depuis leur classe, depuis chez eux, préparer les playlists. On peut leur donner un accès à cette base de données pour qu'ils adaptent et qu'ils constituent eux-mêmes leur sélection et qu'ils puissent ensuite venir à la microfolie avec leur classe. Pour compléter ce travail de l'école de numérique, on a aussi un volet tout public. On est ouvert en semaine pour les scolaires et les centres de loisirs, et le samedi donc pour le tout public, où la microfolie là est ouverte en accès libre avec des micro-ateliers qui nous permettent de toucher le public individuel, les enfants, les jeunes, mais aussi les parents. Donc c'est aussi un axe sur lequel on travaille au niveau de la ville et à l'école du numérique, la parentalité. Donc sur ce volet-là, on a tenté des expériences d'ateliers autour du numérique le samedi matin à destination des parents. À vrai dire, ça n'a pas fonctionné. Le public n'était pas au rendez-vous. Donc on a cherché d'autres pistes. Pour l'instant, on développe beaucoup d'événements familiaux. Comme ce samedi, nous avons un événement toute la journée. C'est libre et gratuit, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez découvrir ce nouveau lieu sur Meudon, plus précisément Meudon-la-Forêt. Donc c'est un événement qui s'appelle Famille Connectée, qu'on a imaginé autour des droits du numérique à l'occasion de la journée des droits de l'enfant, et qui permet de découvrir tous les outils, tous les dispositifs de l'école du numérique par le prisme du droit numérique et en famille. Donc c'est un premier axe qui nous permet de toucher les parents. Et nous avons en parallèle développé avec la ville, donc déployé des ENT et du soutien scolaire en ligne
qui est aussi un axe sur lequel on travaille grâce à l'appui aussi d'une personne de l'équipe qui est conseillère numérique, qui intervient sur 5 sites différents de la ville pour accompagner le public meudonnais, notamment aux démarches administratives, mais aussi qui peut accompagner les parents de façon individuelle pour les aider à utiliser ces outils qui sont mis à disposition, qu'ils peuvent utiliser dans leur foyer. Et on réfléchit, on travaille actuellement avec les différents partenaires de la ville, les collègues qui travaillent dans le secteur social, de l'enfance, de la jeunesse, pour monter des projets autour de la parentalité de façon plus coordonnée aussi, pour arriver à toucher ces parents, à trouver quel serait le temps disponible qu'ils auraient pour qu'on puisse mettre à disposition ces outils pour les accompagner dans cette présence de l'écran dominante dans le foyer et dans l'école, pour que ce soit en faire quelque chose de constructif et de créatif. Merci. Merci. Justement, vous avez répondu en partie à la question suivante, mais en 1 minute peut-être compléter. Comment cette école du numérique peut-elle démocratiser le numérique dans la ville? Alors, on a parlé effectivement de l'attrait de l'école, et donc on essaie de proposer des prestations grand public, et surtout on va essayer d'attirer les jeunes. Donc on a organisé un certain nombre de manifestations pour faire venir les jeunes à l'école, et on travaille justement sur les futurs ateliers, par exemple en utilisant la réalité virtuelle. On va organiser quelques rencontres e-sport. Donc notre objectif, c'est de faire venir les jeunes à l'école pour leur faire découvrir justement le numérique, et ensuite leur faire découvrir le code, les autres activités telles que l'impression 3D, etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une certaine réticence parce que les gens, les jeunes notamment, et je ne parle même pas des adultes, les jeunes ne voient pas encore exactement ce qu'il y a derrière tous ces outils numériques et ces solutions numériques. On le voit, on y est tous confrontés, je pense, dans nos entreprises ou même dans l'administration. On a un énorme problème de recrutement dans les activités numériques. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui ne sont pas couverts. Et donc, on réfléchit aujourd'hui à la transmission de la connaissance, on va dire, de ces métiers numériques au travers des activités qu'on va mener dans l'école. On va réaliser prochainement des films pour faire découvrir justement ces métiers, aussi bien les métiers de data scientist, de web designer, de cybersécurité, etc. Tout ça pour accompagner cette mise en perspective des métiers du numérique. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont au collège ou au lycée ne savent pas ce qu'il y aura derrière une orientation dans les filières numériques. L'éducation nationale fait de même en ce moment. Elle a lancé un programme qui s'appelle Tech pour toutes, pour accompagner les femmes notamment dans l'orientation vers ces filières numériques. Donc on voit bien qu'on essaye tous de travailler sur cette orientation pour faire découvrir ces métiers qui sont exceptionnels. Moi, j'ai des femmes dans mon équipe professionnelle, elles sont ravies de travailler dans ces métiers numériques. Le problème, c'est que très peu de jeunes savent ce qu'il y a derrière tous ces métiers. Et donc ça, c'est notre rôle de leur faire découvrir. Alors, effectivement, merci d'en parler, parce que dans toutes les entreprises du numérique, on recrute de façon massive et on manque de talents, et en particulier de talents féminins. Donc, vous avez bien fait d'insister là-dessus, parce que les métiers sont très riches, et n'hésitez pas à vous engager s'il y a des jeunes dans cette salle. Donc, quel est le bilan aujourd'hui que vous tirez de cette école? Quels sont le levier, les pistes d'amélioration envisagées? On va conclure là-dessus. Voilà, on va conclure. J'ai compris. Donc, on voulait partager avec vous les éléments qui nous semblent importants pour un tel projet, peut-être pour vous donner des pistes aussi sur vos structures, vos collectivités, vos écoles. Donc, ce qui est vraiment important, le levier dans ce projet, c'est qu'on a inscrit ce projet dans un environnement qui était déjà développé au niveau du numérique. On avait déjà un espace numérique, des médiathèques qui se tournent aussi vers le numérique, comme l'a dit Laurent, un équipement informatique important dans les écoles. C'est parce qu'il y avait tout ça que l'école du numérique a trouvé sa place. Un lieu qui doit être visible, avec une bonne communication sur laquelle on s'efforce de travailler, même si ce n'est pas toujours facile. Et puis, ce qui est vraiment important, je le dis à chaque fois que je fais la visite, et on a la chance d'avoir trouvé des personnes compétentes, et ça n'a pas été facile. C'est une vraie difficulté pour les collectivités aujourd'hui, le recrutement. Donc, il faut des ressources humaines compétentes.
voilà, ça paraît la base, mais c'est un besoin et c'est un objectif qu'on doit se donner. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai tellement de choses à dire que le temps court, j'ai du mal à gérer. Non, vous avez encore 5 minutes, ne vous inquiétez pas. J'ai encore 5 minutes, voilà. Donc, ce qui a été aussi, ce qui nous a permis d'avancer assez vite, je trouve, c'est également l'appui de Seine et Yvelines Numérique. Tout seul, on n'aurait peut-être pas fait aussi bien. Enfin, on avait déjà toutes les idées, les projets et pas mal d'expertise. Mais Seine et Yvelines nous a accompagnés, et je dirais plus précisément des chargés de projet. Enfin, je ne sais plus très bien comment ils s'appellent. Enfin, je connais leur prénom, mais pas leur titre. Des chargés de projet aussi qui ont une expertise dans l'éducation et qui viennent de l'éducation. Ce projet a pu avoir lieu grâce au partenariat, au lien, à l'accompagnement qu'on a eu avec Seine et Yvelines Numérique. Et on a dès le départ initié le projet aussi avec un comité de pilotage, avec l'IRUN, avec la conseillère pédagogique, ce qui nous a permis de bien orienter le projet et de veiller à bien répondre aux besoins, aux disponibilités, aux difficultés que peuvent avoir les enseignants, et donc de s'ajuster davantage aux besoins du terrain, concrètement, et d'avoir ce lien, cette communication. Donc ça, c'était vraiment très important. Je l'ai dit tout à l'heure, des enseignants impliqués, curieux, c'est toujours super. C'est porteur, ça nous donne envie de continuer, et ils sont à leur tour ambassadeurs dans les écoles, parce qu'on a besoin aussi de convaincre. Le numérique, tout le monde n'est pas convaincu. Enfin, moi, je pense qu'on soit convaincu ou pas, il faut s'y mettre, parce qu'il est dominant dans tous nos secteurs d'activité. Donc, il faut le transformer en quelque chose de constructif, et ces enseignants curieux sont aussi des soutiens importants. Nos difficultés, ou ce sur quoi on travaille en tous les cas, c'est plus de coordination au niveau de la ville avec l'ensemble des acteurs éducatifs, sociaux et culturels, parce que tout le monde s'intéresse aujourd'hui au numérique. On va faire un mois du numérique en février, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était plein de services à travailler sur cette question-là, et notamment sur la parentalité. Donc se mettre autour d'une table et construire des événements qui nous permettent d'être plus visibles par la population, et du coup de mieux faire connaître nos services, c'est vraiment important, et c'est quelque chose sur quoi on travaille. La nécessité d'être dans l'expérimentation, d'être dans l'agilité, que ce soit nous dans nos constructions de projets, mais aussi dans les équipes qu'on recrute, parce qu'on est sur quelque chose d'évolutif et qui doit s'adapter en permanence. D'autant plus avec des technologies qui changent souvent. Voilà un petit peu les points en fait, qu'on voulait partager avec Laurent, avec vous, sur lesquels on réfléchit, on travaille. Et donc, pour conclure, on vous invite dès samedi, si vous voulez, pour cette journée de famille connectée. Mais sinon, plus largement, n'hésitez pas à nous contacter. L'école accueille aussi des journées d'études, des réunions. On a une réunion avec des IRUN prochainement. On est vraiment là pour partager et construire, on va dire, au-delà de Meudon, hein, sans paraître trop ambitieux, avec Clamart aussi, pour arriver à ajuster du coup nos projets aux besoins des enseignants et des familles. Merci infiniment. En tout cas, moi, j'ai été séduite par ce projet. Je viendrai à Meudon parce que ça, vraiment, je trouve ce projet tout à fait innovant et tout à fait passionnant. J'essaierai d'embarquer aussi des classes que je connais et qui cherchent ce genre d'opportunités. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant passer sur l'autre projet, sur la commune de Clamart. J'ai le plaisir ici d'avoir à mes côtés Madame Iman El Bakali, qui est adjointe au maire de la ville de Clamart, déléguée aux affaires scolaires et aux projets éducatifs, Monsieur Gauthier Afchin, qui est directeur général adjoint population de la ville de Clamart, et Monsieur Coussy, conseiller pédagogique départemental de la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Donc nous allons parler du projet de cette commune. Donc, depuis la rentrée de 2001, vous avez déjà 2600 élèves de CP, CE1, CE2 ont bénéficié de ce nouveau dispositif Un enfant, une tablette, en partenariat avec l'Éducation nationale.
Et l'objectif, évidemment, est de faire profiter aux élèves et aux enseignants de toutes les opportunités du numérique. Mais vous êtes ambitieux, puisque à l'horizon de 2025, vous voulez que les 5300 enfants qui sont scolarisés du CP au CM2 soient dotés d'un cartable numérique. Donc, on va parler de ce bilan après 2 ans de mise en place. Tout d'abord, en quoi consiste le plan numérique scolaire à Clamart? Alors, je vous laisse, je ne sais pas comment vous souhaitez vous répartir la parole. Je vous laisse démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation et merci de nous accorder cette intervention qui pour nous est très importante. Le plan numérique de Clamart, qu'est-ce que c'est? C'est répondre après l'époque que nous avons connue après la période triste et qui nous a compliqué la vie, qui était celle du Covid, répondre à un besoin qui est celui d'une continuité pédagogique entre les enseignants, bien sûr, les écoles et la ville de Clamart et les enfants. Ce que nous avons réfléchi, c'était suite à un plan de relance de l'État en janvier 2020. Ensuite, donc à ce plan de relance, nous avons répondu à cet appel. Nous n'avons pas bénéficié de ce financement, hélas. Seulement, nous avons mis en place 5 millions d'euros en plan pluriannuel d'investissement. 5 millions d'euros, c'est énorme. Il a fallu penser le câblage avant tout, le câblage dans les écoles, la Wi-Fi. Qu'est-ce que c'est que la Wi-Fi dans les écoles aussi, avec la loi Abeille notamment. La Wi-Fi, ça représente pas forcément ce qu'on peut penser, puisque dès le départ, moi, je pensais qu'il fallait mettre en place de la Wi-Fi un petit peu comme ça. Finalement, il s'avère que plus on arme, je dirais, plus on met de la Wi-Fi dans les classes, moins la connexion va se chercher. Donc, moins nocive sera la conséquence. Donc, il a fallu penser à ça. Il a fallu penser également à qu'est-ce que c'est que la tablette, qu'est-ce qu'elle apporte, est-ce qu'elle est vraiment valorisante, est-ce qu'elle a vraiment une nécessité pédagogique ou pas, ce qui a été évidemment le cas, puisque les tablettes aujourd'hui sont évidemment utilisées par toutes et par tous. Mais comment en faire un outil éducatif et pédagogique? Il a fallu réfléchir à toutes ces questions. Nous l'avons fait avec mon service de manière très importante. Nous avons été appuyés par Seine-et-Yvelines Numérique, que nous remercions, puisque évidemment Seine-et-Yvelines Numérique, comme l'ont rappelé mes amis Meudonnais, sont des personnes qui sont détachées de l'éducation nationale et qui ont un esprit vraiment porté sur l'aspect concret et pragmatique de l'éducation. Donc ça nous a beaucoup aidé. Il a fallu également penser à comment outiller les enseignants dans les écoles. Nous n'avions même pas de vieux vidéoprojecteurs. Nous avons mis un vidéoprojecteur par classe d'élémentaire dans les écoles de la ville de Clamart. Nous avons équipé tous nos enseignants d'un ordinateur, ce qui est très important, puisque c'est un outil absolument nécessaire à la production à des fins pédagogiques. Nous avons également mis les petits en termes de périscolaire et d'extrascolaire. Nous avons également mis en place des ateliers de robotique, des ateliers de comment se servir justement de l'outil. On parlait tout à l'heure des métiers d'avenir. Comment se servir de robotique, comment mettre en place des choses intelligente avec ces outils-là et pas de manière, je dirais, de manière lobotomisante. Donc, c'est ce qu'on a fait pour Clamart. Après, on
continue à monter en puissance sur ces technologies. Et je suis venue vous voir, mes chers amis Meudonnais, à votre inauguration de votre école, qui est merveilleuse. Et nous voulons continuer à nous inspirer aussi des bonnes pratiques les uns les autres, et continuer encore une fois, à monter en puissance sur ces métiers et sur cette possibilité de mettre en place un socle numérique commun qui soit le plus pertinent possible pour les enfants. C'est quelque chose de très important pour nous, puisque aujourd'hui on ne peut pas se passer de ces compétences. On ne peut pas se passer de ces compétences, bien qu'il y ait beaucoup de détracteurs. Il faut continuer je pense en tout cas, à monter en puissance pour nos écoles. Merci. Alors justement, Monsieur Afchin, est-ce que vous pensez que ces tablettes ont facilité les apprentissages et comment ? Déjà, pour compléter ce qu'a dit Madame Iman El-Bakali, en effet, c'est 5000 tablettes qui vont être distribuées à terme, 5 millions d'euros. On le déploie de manière progressive sur la ville, parce que c'est un investissement qui est, mine de rien, assez conséquent. Et donc, en fait, on équipe chaque année depuis 2021 700 enfants entrant en classe de CP. Et donc, on les dote de ce fameux cartable numérique, du socle commun, qui garantit une égalité de traitement par rapport à l'outil numérique, qui est une chose qu'on a toutes et tous rencontrée en fait dans le cadre du confinement. Donc, ce sont les enfants qui sont rentrés à la maison et qui n'ont pas eu forcément cette continuité numérique faute d'outils. Donc, on a, je pense, toutes les collectivités essayé de pouvoir pallier à cela avec les moyens que l'on avait à l'époque. Le numérique a toujours été quelque chose assez compliqué à mettre en place au sein des écoles. En effet, il y avait le sujet de la loi Abeille, il y a comment on équipe les écoles, les classes. Est-ce que c'est l'informatique, donc en dur? Est-ce que c'est du fond de classe, etc., etc. Au moins, le confinement a eu l'avantage, si je puis me permettre, de traiter ce sujet et de dire que l'outil numérique devait être, pour le coup, assez nomade, et que si on voulait assurer cette continuité numérique jusqu'au sein des foyers, parce que c'était vraiment l'objectif premier de Monsieur le maire, c'était de se dire, à la sortie du premier confinement, si on a un second confinement, je souhaite que chaque enfant de la ville de Clamart reparte avec ce cartable numérique qui permettra d'assurer la continuité des apprentissages jusqu'au sein de chaque foyer, et que l'outil ne soit plus un sujet, mais que le sujet soit vraiment la pédagogie qu'on y met derrière. Donc ça, c'était vraiment le socle de base, l'invariant qu'on nous a posé dans le cadre de ce déploiement numérique. Et donc, force de son constat, des moyens qu'on doit mobiliser par derrière, aussi de ce qu'on doit aussi pouvoir contraindre au sein de nos propres organisations pour pouvoir faire absorber 3600 équipements supplémentaires dans notre cheptel, si je peux dire ça comme ça. On déploie en effet 700 tablettes par an, le CP. Donc l'enfant rentrant au CP se voit doté d'une tablette qui l'accompagnera tout au long de sa scolarité au sein de la ville de Clamart. Et à la fin du CM2, le premier avantage, c'est qu'il peut rentrer en 6e, l'outil donc du territoire, enfin du département qui est OSE, plus de problème pour pouvoir l'utiliser. Reste plus que peut-être accompagner les familles par rapport à ça, et d'où l'accompagnement à la parentalité. Et l'enfant restitue la tablette, et la tablette rentre repart pour un tour, etc., etc. Donc voilà, c'est le socle de base, et je pense que c'est important à avoir en tête pour comprendre en effet que cet outil va faciliter aussi les apprentissages. C'est-à-dire que déjà dans une classe, tout le monde a une tablette, de l'enseignant jusqu'aux enfants. Et donc l'objectif, c'est pas de se substituer au papier, à l'ouvrage, au cahier, etc., mais que ça soit bien un outil complémentaire aux apprentissages. Ça veut dire que le numérique va décupler les potentialités d'apprentissage par différents sujets qui parfois pouvaient être un peu loin, l'art, la culture, etc., etc. Et les outils numériques qui sont offerts à travers tout le pack d'applications permet justement de travailler cela de manière individuelle en fonction du rythme de chaque enfant, donc prendre le temps aussi d'apprendre à son rythme,
en groupe. Donc ça veut dire comment aussi moi j'interagis, et OCP c'est pas mince affaire, comment j'interagis aussi avec mon voisin. Donc on commençait aussi à ce travail en collectif et en collectivité. Et puis aussi sous un format de classe beaucoup plus général. Donc c'est vraiment un prolongement des apprentissages et une complémentarité. Et oui, point de vue de l'éducation nationale, bien sûr, voilà. Nous sommes aux côtés des municipalités dans les stratégies de déploiement, mais bien évidemment, nous sommes l'acteur incontournable en matière de formation des enseignants et d'accompagnement également dans la mise en œuvre de situations d'apprentissage pertinentes avec le numérique. Vous évoquiez effectivement le numérique comme étant un soutien pour acquérir des connaissances et des compétences de manière transversale dans l'ensemble des domaines d'apprentissage. Mais il faut également avoir en tête le fait que le numérique est également un objet d'apprentissage. Je pense bien évidemment en premier lieu au CRCN, le cadre de référence des compétences numériques, qui s'est substitué depuis la rentrée 2019 au B2I et qui est mis en œuvre de manière progressive dès l'école élémentaire. Alors, en ce qui concerne les tablettes, on pense bien évidemment à l'accès à l'ENT, qui est permis pendant le temps de classe et en dehors du temps de classe. Ensuite, on pense bien évidemment au large choix applicatif présent sur ces tablettes, qui permettent aux élèves, en premier lieu, de produire du contenu, qu'il s'agisse de contenu audio, dans le cadre de dispositifs de web radio, par exemple, de contenu multimédia, de vidéos, de divers documents multimédia, bien évidemment, qui peuvent être valorisés ensuite et diffusés au sein de l'ENT. Et donc, voilà, un accès facilité, bien sûr, à l'ENT grâce à la mise à disposition de ces tablettes voilà, de manière continue. Et les professeurs peuvent-ils personnaliser leurs cours, leur enseignement, puisque vous y êtes sur ce volet-là? Tout à fait, effectivement, puisque l'ENT auquel les élèves ont accès sur les tablettes permet à l'enseignant de piloter les tâches de manière différenciée, en constituant par exemple des groupes d'élèves avec des besoins particuliers à certains moments de la journée ou de la semaine. Donc l'ENT offre cette flexibilité en termes de pilotage pédagogique. Et peut-être compléter. Oui, juste pour compléter, alors nous en effet, la ville, on équipe, je veux dire, l'usage numérique appartient réellement pour le coup à l'éducation nationale, donc on est pleinement en support par rapport à ça, même si finalement l'ENT et le nouvel outil qui a été déployé cette année offre d'autres potentialités d'interaction entre la ville, mais également la ville et les enfants, la ville et les familles. Donc ça, c'est encore un champ qui nous reste à découvrir et à défricher. Juste parce qu'on entend souvent le numérique à l'école, on l'a eu au début et on l'a plus du tout là pour le coup à Clamart. Le sujet de les enfants déjà à la maison, ils ont déjà assez d'écran, comme ça suffit. En plus 6 ans de moins à l'école, c'est infernal. Bon, une fois qu'on a dit ça, oui et non. C'est comment on amène aussi nos enfants à se saisir de cet outil, d'avoir un esprit critique par rapport à cet outil, par rapport au contenu aussi qu'ils peuvent aussi aborder sur le cas de la tablette, et comment on les amène à avoir ce sens critique. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir le souligner. Et la classe, je pense que c'est le lieu idéal justement pour pouvoir aborder ces sujets-là. Et le numérique, je veux dire, à partir de demain et dans les années futures, on ne pourra pas s'en passer. Donc, faire vivre les enfants en vase clos par rapport à cet outil-là, et ils vont se retrouver assez rapidement confrontés à la réalité du numérique, c'est plutôt les mettre en difficulté dans leurs apprentissages et dans leurs apprentissages futurs. Donc c'est vraiment le mot nous qu'on a fait passer au niveau de la ville de Clamart, alors dans les conseils d'école, parce que c'est vraiment un sujet qui est revenu surtout par ce biais-là, mais aussi lorsque le maire va rencontrer les enseignants, les familles, etc. C'est vraiment le mot qu'on fait passer. Une fois qu'on a fait passer ce mot-là, je pense qu'on peut avoir que l'aval de tout le monde et qui facilite justement le déploiement. Et au début, on a eu cette difficulté aussi. Il y a les familles qui peuvent être réticents, mais aussi parfois le personnel de l'éducation nationale qui peut être réticent parce que mine de rien, se retrouver du jour au lendemain avec une tablette entre les mains, lorsqu'on n'a pas trop l'habitude de l'utiliser, de voir la potentialité. Le VPI, c'est pareil. Je veux dire, on passe du tableau noir à un vidéoprojecteur interactif.
moi, le premier, ça m'aurait fait peur et j'y serais allé avec beaucoup de recul. Mais donc du coup, c'est aussi dans ce cadre-là hein, qu'on a déployé une formation assez ambitieuse dans le cadre en fait du plan de formation des enseignants. Ils y sont tous passés, si je peux le dire ça comme ça. Ils ont vraiment un volet d'heures par an qui est dédié au numérique. Et ils ont un accompagnement par aussi le personnel de l'éducation nationale, les IREN, les conseillers pédagogiques, un investissement aussi de l'inspecteur et de inspectrice, ça dépend des années, de l'éducation nationale qui en font des sujets en haut de la pile, parmi d'autres, hein, bien évidemment, mais qui en font des sujets vraiment importants pour les apprentissages. Alors, vous l'avez déjà évoqué, mais est-ce que vous voulez compléter sur le lien avec l'ENT One? Est-ce qu'il est efficace? Enfin, c'est ce qui semble ressortir quand même de vos propos. Effectivement, il y a un très fort taux d'adhésion des enseignants à cette solution qui est perçue comme relativement ergonomique. L'expérience utilisateur démontre qu'effectivement, la prise en main est relativement aisée à la fois côté enseignant et côté élève. Ensuite, en termes de développement des usages, effectivement, il faut faire preuve de patience. Bien évidemment, comme vous l'avez précisé, que ce soit en matière de prise en main de matériel ou bien des fonctionnalités de l'ENT, le maître mot, c'est la patience, l'accompagnement et effectivement notre capacité à convaincre les enseignants et à leur fournir des pistes d'utilisation à la mesure de leurs ambitions pédagogiques. Alors pour conclure, même question que pour Meudon, quel bilan après ces premières années de mise en place et quelles questions se posent pour améliorer ce projet, on va dire, pour les pratiques futures? Alors, le bilan est un bilan très positif. Évidemment, il faut que tout le monde s'approprie ces nouveaux outils, ces nouvelles manières de fonctionner, évidemment. Certains enseignants peuvent être encore réticents quant justement à cette appropriation. Nous n'en démordons pas. Nous savons que la montée en puissance, encore une fois, j'utilise beaucoup cette phrase, mais la montée en puissance se fait. Nous allons continuer en ce sens-là et à travailler avec l'éducation nationale comme nous l'avons fait depuis le début. Ce n'est pas un projet que nous avons travaillé tout seul, communément, avec la commune. Nous avons travaillé ce projet-là avec Madame Malouani, qui était à l'époque l'inspectrice de l'éducation nationale et qui a d'ailleurs gravi bien des échelons en ce domaine. Puisque justement nous avons su bâtir un projet partenarial absolument axé sur le bien-être de l'enfant et absolument axé sur la volonté de développer ces compétences de ce socle commun qui est le socle numérique. Ce que nous en tirons aujourd'hui comme conséquence, c'est que les enfants ont appris à s'approprier justement ces outils en ayant, comme le disait très bien mon directeur à la population, Gauthier Afchin, comme le disait très bien Gauthier, c'est que les enfants ont un esprit critique maintenant. Ils arrivent à prendre du recul sur l'outil et à savoir formuler des choses et à savoir aussi en faire quelque chose de productif et non pas quelque chose de ne pas être un spectateur et être lobotomisé par l'écran, mais savoir comment faire en sorte que l'outil soit quelque chose de complètement productif. Ce qu'on en tire comme conséquence, c'est également qu'il va falloir réfléchir, comme nos amis me donnaient, à l'accompagnement à la parentalité numérique, qui est un sujet absolument très important, puisque les parents ne sont pas encore assez investis de la question. Et il est vrai, et je vous rejoins, mes chers amis me donnaient, qu'il est très difficile de faire venir les parents à cette question. Nous devons travailler sur ça, mais nous devons aussi travailler sur le cyberharcèlement, qui est une vraie question. Parce que lorsque le harcèlement s'arrêtait à nos portes, pour ma génération, il s'arrêtait à nos portes. Voilà, on était harcelés, puis ça s'arrêtait à la porte de chez nous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'ai envie de demander qui connaît Roblox.
Voilà, il y en a certains. Alors, Roblox, c'est une application d'enfants, de jeux pour enfants, qui est absolument ouverte à tous les enfants. Et on ne sait jamais qui est derrière le personnage. C'est toujours, voilà, il y a des adultes qui viennent inviter des enfants, mais on ne sait pas qui sont ces personnes-là. Donc il y a une vraie question derrière le cyberharcèlement, derrière ces questions-là il faut vraiment se poser ces questions-là, puisque aujourd'hui on n'a pas la main, en tout cas sur ces applications, mais pas sur nos tablettes à nous. Je ne parle pas de nos tablettes, je parle de la question du numérique en général et la question de cette problématique qui pousse quand même beaucoup de jeunes à aller très très loin dans la ténacité du harcèlement, dans la ténacité du cyberharcèlement. Aujourd'hui, vous savez que WhatsApp n'est pas normalement autorisé aux enfants de moins de 13 ans. Qui n'a pas WhatsApp? Dans les enfants de moins de 13 ans, dès que les enfants ont un téléphone, ils mettent l'application WhatsApp. Il n'y a pas que Roblox. Et j'en passe, TikTok, etc. Donc il faut réfléchir à ces manières maintenant d'accompagner. Une fois qu'on a outillé les enfants, c'est très bien. Il faut penser à une manière, je pense, plus large d'accompagner les enfants. Voilà ce que j'en pense. On n'est pas du tout dans le sujet de l'outillage. Voilà. On n'est pas du tout dans ce sujet-là. Mais c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, sachant tout ce qu'on voit au quotidien dans nos médias, sachant que j'accompagne des familles au quotidien dans ce qu'on appelle le harcèlement scolaire. Il faut, je pense, voilà, les conséquences que j'en tire en tout cas, c'est celle-ci, madame. Merci pour ce devoir de vigilance important. Si vous voulez juste compléter en 1 minute pour que nous puissions prendre des questions de la salle éventuellement. En effet, donc il y a tout le travail à la parentalité et ça, on ne va pas revenir dessus. Et le cyberharcèlement en fait pour une partie, en partie. Alors, et moi, je vais peut-être synthétiser par des mots, en fait. Je pense que le bilan, c'est la notion de partenariat. Le partenariat avec l'éducation nationale, ce projet a permis de renforcer les liens avec l'éducation nationale entre la ville et l'éducation nationale, mais aussi avec des nouveaux partenaires tels que Seine-Nivelles Numérique, qui nous a permis justement de déployer ce projet de manière rapide. Je veux dire, si on s'était cantonné aux outils stricto sensu dont bénéficient les collectivités, on ne l'aurait pas fait en 1 an. Enfin, il ne faut pas se leurrer, on ne l'aurait pas fait en 1 an parce que notre DSI, le jour où on allait la voir, en leur disant vous avez passé de 300 tablettes à 300 équipements à 4000 équipements, il me dit mais comment on va faire? On n'est pas assez staffé, on n'a pas les outils, on n'a pas le budget, etc., etc. Et donc du coup, par l'externalisation au niveau par Seine-Nivelles Numérique, ça nous a permis d'avoir une action rapide, de toucher rapidement le corps enseignant, parce que mine de rien, le fait d'avoir des enseignants aussi au sein de ce syndicat nous a permis aussi de pouvoir parler numérique, de parler pédagogie, de faire de ces sujets-là finalement un sujet central et non plus périphérique. On n'est pas été que équipementier, si je peux dire ça comme ça. Donc le partenariat, et donc ça nous ouvre aussi le futur du partenariat, et ça c'est important de pouvoir le noter, c'est qu'il y a un travail qui reste mince du quotidien, de gouvernance, qu'il nous faut faire perdurer. Et ça, je crois que c'est le noyau de la réussite vient de là. Le sujet de la formation, ça a été une réussite, l'accompagnement. Et c'est pareil, c'est comment en fait, la problématique qui s'offre devant nous, c'est comment on passe d'un projet, puisque là, on est encore à l'étape de projet, puisqu'on déploie, on est encore en train de marcher, d'apprendre en marchant, en fait, tout simplement. Et c'est comment on le fait rentrer dans le dur de l'organisation. Et donc ça, justement, c'est devant nous, dans le dur de l'organisation, c'est-à-dire en organisation humaine, d'organisation de services, d'organisation à la DSI, on en parlait, dans l'organisation de relations partenariales, dans les budgets aussi, mine de rien, parce que si on a réussi à déployer 5 millions sur ce sujet-là, c'est-à-dire que potentiellement on ne le déploie pas sur autre chose, et puis on sait que les mannes financières des collectivités sont de moins en moins importantes, et donc du coup, voilà. Et donc ça veut dire que c'est un vrai sujet de consolidation de nos moyens et de consolidation dans nos organisations de ce projet. Il faut le faire en fait dès maintenant. C'est comme ça qu'on permettra aussi d'en faire une réussite.
Et puis le numérique qui est l'avenir, finalement, on a, si on peut le dire, un peu innové, même si on n'a pas été forcément les premiers à mettre ce sujet-là en place. C'est comment aussi le numérique innove en permanence. Je veux dire, il y a des sujets sur lesquels on s'est saisi aujourd'hui, d'applications d'aujourd'hui qui ne seront plus les applications de demain. Et donc ça veut dire que c'est comment en permanence on s'interroge par rapport justement soit aux équipements, soit aux applications, soit justement aux nouveaux faits de société tels que le cyberharcèlement, etc., etc. Et donc le numérique nous pose la condition de se dire, en effet, vous avez les outils, maintenant il faut que dans vos organisations aussi, soyez innovants, soyez en veille, soyez aussi en perpétuel questionnement pour pouvoir faire de cet outil toujours un outil qui a finalement pas un coup d'avance, mais qui nous accompagne au quotidien pour les années à venir. Très bien, merci. Vous voulez peut-être un mot pour finir? 30 secondes. Bien sûr, vous évoquiez, M. Afchin, la nécessité de poursuivre ce partenariat entre éducation nationale, municipalité et les différents partenaires tels que Seine-et-Yvelines Numérique. Effectivement, pour relever le challenge qui consiste à faire de nos élèves des citoyens éclairés dans un environnement numérique le plus sécurisé possible, effectivement avec l'accompagnement également des familles, qui requiert sans doute également peut-être d'autres partenaires tels que ceux appartenant au tissu associatif. Effectivement, donc encore des pistes à explorer ensemble. Merci en tout cas pour ce témoignage qui témoigne d'ailleurs d'un grand professionnalisme dans sa mise en œuvre. Bravo, très impressionné. Et maintenant, je me tourne vers la salle. Alors, il y aura peut-être un ou deux courageux prêts à lever la main pour poser une question. Surtout, n'hésitez pas. Nous avons des personnes qui ont vécu au quotidien ces projets numériques. À vous, madame. Alors, vous distribuez 500 tablettes par an. Vous avez certaines classes qui vont être équipées. D'accord ? Bon. Alors, ma première question est, est-ce que l'élève peut reprendre la tablette chez lui? Bon, deuxième question. Maintenant, on parle de sécurité, parce que là, donc, comment vous gérez la sécurité à l'intérieur de l'établissement et à l'extérieur, puisqu'a priori, c'est amené à être pour d'autres personnes. Et troisième volet, les applications. Donc, je suppose que c'est un projet Econocom. Donc, vous avez des applications qui ont été chargées sur les tablettes. Donc, voilà. Alors, première question. Première question, rappelez-la-moi, excusez-moi. Oui, alors, cela dépend de l'enseignant. C'est à la charge de l'enseignant, puisque nous estimons que l'enseignant est dans les usages au quotidien avec les enfants, et c'est à l'enseignant de donner ou pas l'autorisation à l'enfant de prendre la tablette chez lui, de la ramener pour travailler sur des supports ou pas. Dans une autre forme de question que j'ai cru entendre, c'était... Et après, comment gérer la sécurité à l'intérieur de l'établissement? Exactement. Alors, la sécurité est gérée par Seine-et-Yvelines Numérique. C'est Seine-et-Yvelines Numérique. Ah oui. Voilà. Seine-et-Yvelines Numérique, je le rappelle, c'est l'institution, l'entreprise qui gère toutes nos tablettes et qui ont des enseignants détachés, donc des enseignants qui connaissent, ces personnes qui travaillent pour Seine-et-Yvelines Numérique connaissent très bien les usages et les problématiques de sécurité. Donc nous avons avec eux conventionné de manière à ce que justement la sécurité soit optimale sur nos équipements numériques. Troisième question. Les applications. Les applications. Pareil, nous voyons avec Seine-et-Yvelines Numérique, à chaque fois que nous devons mettre une application en place. Encore une fois, je le rappelle, toutes les tablettes sont protégées, à 100%. Seine-et-Yvelines Numérique nous propose un catalogue avec des applications d'ordre culturel, artistique, pédagogique, et encore, la liste n'est pas exhaustive, mais nous choisissons avec eux, lors de copiles,
les applications que nous allons mettre en place, de manière à ce que justement l'enfant ait le plus de possibilités pédagogiques à sa portée. Mais ça, c'est déjà un peu géré par l'ENT. Oui, l'ENT aussi. Parce que l'ENT, finalement, les parents y ont accès aussi. Absolument. Donc, c'est pour ça que je demandais en première question si l'élève peut récupérer les tablettes et les ramener chez eux pour travailler avec les parents. Cela est à la portée de l'enseignant. Pour certains enseignants, ils laissent faire. Donc, évidemment, l'enfant peut récupérer la tablette et la ramener chez lui, puisqu'elle est, encore une fois, à 100% sécurisée. Mais certains enseignants préfèrent la garder quand même en classe et ne pas la donner tout de suite à l'enfant. Alors ça dépend de l'âge, ça dépend de l'enseignant, de sa pédagogie, aussi de son rapport à la tablette, à l'outil numérique. Donc là-dessus, nous avons encore une fois un travail partenarial que nous avons entrepris avec Madame Malouani depuis que nous avons lancé ce programme d'envergure, et nous laissons libre les enseignants aussi d'apporter ce qu'ils veulent y apporter, et c'est un travail qui se fait entre les deux, entre la commune et l'éducation nationale. Et c'est très rare pour être souligné, donc nous en sommes très fiers. Et puis après, dernière question, je pense que vous avez des iPads pour donner aux élèves. Oui. Donc, et quel a été le choix de pourquoi avoir pris des iPads et pas des Android? L'offre justement, l'offre des applications. Nous y avons beaucoup réfléchi avec l'inspectrice. Nous avons pesé le pour et le contre, et l'offre d'applications sur iPad était plus intéressante pour nous en termes de pédagogie que d'autres que nous ne nommerons pas forcément aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur? Bonjour. Tout le monde parle du tout numérique, mais avez-vous pensé, selon les avis de Boris Cyrulnik, que tout le monde connaît, et de Stanislas Dehaene, neuropsychologue au Collège de France, des pertes de biais cognitifs comme l'écriture manuscrite? Je ne sais pas si quelqu'un va se risquer. Alors moi personnellement, à partir du moment où alors, le tout numérique impliquerait que le numérique prenne une part très importante au sein de l'école. Donc nous, c'est pas du tout le choix qu'on a fait. Hein. Donc, et le maire, pour le coup, monsieur le maire est assez clair par rapport à ça lorsqu'il distribue les tablettes aux enseignants et aux enfants, de la complémentarité des apprentissages. Bon, après, en effet, c'est l'apprentissage qui est propre après à chaque enseignant. Hein. Ça, pour le coup, ça leur appartient. Mais la tablette peut être utilisée 5 minutes dans une journée, une demi-heure. Et nous, selon les statistiques, elle est rarement utilisée plus que ça. Donc, le crayon reste et restera, pour le coup, à Clamart, en tout cas, le principal élément avec le cahier et les livrets scolaires. Après, on n'obère pas le futur, on ne sait pas comment ça se passera dans les années à venir avec l'outil numérique, mais on n'a pas une utilisation de la tablette qui va au-delà de ce qu'on avait prévu. Ce qui marche plutôt bien et qui a fait pour le coup l'unanimité, et on s'y attendait pas forcément, c'est le VPI, le vidéoprojecteur interactif. Et là, pour le coup, ça a décuplé les apprentissages et les modes d'interaction au tableau. Alors, je crois que voilà, monsieur va vouloir compléter votre réponse. Oui, sur la commune de Meudon, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix, pour l'instant en tout cas, de ne pas doter une tablette par élève. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que chaque enfant quasiment a un smartphone ou une tablette. Voilà. Donc, ou alors il peut l'avoir en prêt, il peut avoir un ordinateur en prêt, par exemple dans les médiathèques ou autre. Donc, on voit bien que là, c'est l'aspect éducatif qui va prendre le pas sur ce problème. D'où le besoin effectivement d'ateliers, de parentalité, pour aussi essayer de donner les limites aux parents, parce qu'il y a des parents, soit qui se débarrassent
de l'éducation des enfants en disant « prends la tablette, pendant ce temps-là, je fais à manger », soit des parents qui ont décidé de ne pas donner de limite. Et il y en a d'autres qui, par crainte, ont décidé de ne pas du tout donner de possibilité d'utiliser les tablettes parce qu'ils ont des craintes et ils ont peur effectivement de ce que vous disiez, les problèmes cognitifs et compagnie. Alors certes, on commence à avoir effectivement des retours, je pense que c'était aujourd'hui ou hier qu'il y avait un article sur le sujet dans la presse, sur les problèmes effectivement de perte de connaissance des enfants à cause de l'usage des écrans. Très honnêtement, en tant que professionnel dans le domaine, je pense qu'on est sur un pic. C'est-à-dire que là, ça n'existait pas. L'usage du numérique est arrivé avec toutes ces nouvelles fonctionnalités. Porté par le Covid, tout le monde a vu l'intérêt du numérique et donc chacun a voulu s'approprier le numérique, y compris les enfants, pour rencontrer leurs copains dans des métaverses, dans les jeux, etc. De fait, moi je sais que mes enfants, ils ne vont plus voir leurs copains, ils les rencontrent dans les jeux en fait. Et donc ils restent à la maison, ce qui moi me choque, mais voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter. Bon, pour autant, il faut savoir donner des limites. Et aujourd'hui, la difficulté, elle est là, effectivement. C'est à partir de quand je donne des limites, sachant que l'enfant, il va hurler. Voilà. Donc, il faut juste avoir le courage de lui dire, maintenant, stop, tu vas à l'extérieur, tu vas faire du vélo, tu vas sortir, on va au bois, on va au musée. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, on est sur un pic, et ça va se réguler maintenant, parce qu'on va tous être habitués à utiliser les ressources numériques. Il ne faut pas en avoir peur, parce que vous voyez, aujourd'hui, dans tous les métiers, même les métiers les plus basiques, il y a du numérique. Il y a l'usage du numérique, on a besoin de compétences numériques, soit pour faire des rapports sur un ordinateur, soit pour enregistrer des choses, dans tous les métiers. Et aujourd'hui, on voit bien que ce sont les métiers sans valeur ajoutée qui disparaissent, par de la robotisation, par de l'automatisation, par de l'IA prochainement. Et donc, notre rôle, c'est d'éduquer nos enfants, justement, au développement de ces compétences. Alors, ils ne vont pas tous être ingénieurs en numérique, mais au moins, ils auront acquis le savoir et ils pourront l'utiliser à bon escient. Voilà. Je pense que c'est comme ça, et c'est un peu le principe que nous on applique en fait dans cette école. C'est pas un laboratoire pour créer des super experts d'informatique ou de cybersécurité. C'est pour faire découvrir aux jeunes les usages, leur faire apprendre du code, mais de façon assez basique mais évolutif. Et après, chacun décidera de son orientation. Il y en a qui préféreront le littéraire, d'autres partiront en école d'ingé, peut-être en numérique. Mais en tout cas, chacun saura de quoi il en retourne. Y a-t-il une dernière... Bonjour, est-ce que les tablettes ont accès à Internet et si oui, sur quel site ils peuvent aller, les élèves? Non, ils ont accès à Internet, bien évidemment, pour accéder à l'ENT et puis à tous les sites qui sont autorisés, puisqu'il faut comprendre que l'Académie accompagne les municipalités dans le cadre d'une politique de confiance qui consiste bien évidemment à mettre en place des solutions de pare-feu et de filtrage Internet. Bonjour, je me permets de compléter la réponse. Donc je me présente, Mathieu Cornuet, je suis directeur de l'éducation chez Seine-et-Yvelines Numérique et donc on a accompagné les communes de Clamart et de Meudon. Et en effet, comme l'a dit Madame El-Bakali, dans le package, si j'ose dire, on a certes les applications, etc., le device qui est fourni, mais également tout ce qui est sécurisation et donc filtrage, accès Internet par exemple. Donc ils ont une liste, enfin, tout ce qui est contenu interdit ou dangereux, c'est filtré automatiquement. Et après, on peut aller un petit peu plus loin. On a un outil de gestion de flotte de tablettes, MDM pour être exhaustif. Et là, on peut, donc, suivant les demandes des communes, personnaliser les fonctionnalités qui sont disponibles au sein de l'ENT et en particulier sur le filtrage Internet, aller un petit peu plus loin et vraiment personnaliser suivant les besoins. Voilà. Très bien. Mais écoutez, merci pour... cette table ronde. On a vu qu'effectivement cet outil sans l'accompagnement pédagogique, le développement de l'esprit critique nécessaire, c'est tout ça qui fait le succès des projets numériques qui marchent. Donc merci pour vos témoignages, merci pour vos questions et au nom d'Econocom, j'ai été ravie d'animer cette table ronde. Merci.